Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce Community Talk numéro 13. Comme vous le savez, nous avons entamé avec Superconnecteur une série de webinars, on peut les appeler comme ça, ou plutôt des Community Talk, depuis le 1er juillet. Je prends le relais temporaire de Damien Armenté qui a animé les 12 premières sessions. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de que vous soyez connectés aujourd'hui. On a un programme d'environ 45 minutes. Je me permettrai de vous présenter notre invité du jour, que je suis très heureux d'inviter à ces Community Talks particulièrement. Anthony Contat, j'aurai l'occasion de le présenter un petit peu après. Juste en une phrase, rappeler le contexte de ces échanges communautaires. Donc nous sommes Super Connecteur, donc une startup qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans et demi, qui permet et qui lance une nouvelle application notamment dédiée aux communautés pour les aider à animer leurs membres, à valoriser les interactions qui sont générées au sein des communautés et à mesurer la valeur de leur écosystème. Donc ça, c'est notre enjeu, c'est notre mission. Donc du coup, de façon assez naturelle, nous avons décidé de donner la parole à ceux qui font les communautés, ceux qui les animent, et c'est le sens même de ces community talks. Je m'arrête là pour la présentation. Si vous êtes intéressé, si vous avez vous-même l'âme d'un créateur ou d'un animateur de communauté et que vous rêvez de mener ce projet à son terme et d'équiper votre communauté d'un outil qui permet d'aller au bout de votre démarche, n'hésitez pas à aller sur le site de Superconnecteur ou contactez-nous directement sur votre réseau social préféré. Voilà, je m'arrête là. Je vais laisser la parole à Anthony. Alors Anthony, d'abord, je te remercie beaucoup d'avoir accepté instantanément de participer à ce Community Talk. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de questions sur le fonctionnement de la NDRH, donc j'espère que tu pourras nous éclairer et m'éclairer particulièrement sur ce sujet. Donc, merci d'avoir accepté. Je sais que ton emploi du temps est chargé en ce moment. Ce que je te propose, déjà, c'est de te présenter à ceux qui te connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des gens et ils se reconnaîtront peut-être qui se sont connectés et qui te connaissent vraisemblablement, mais je te propose peut-être de te représenter ton parcours et ensuite peut-être faire le trait d'union avec la mission qui nous rapproche aujourd'hui, qui est celle de coprésidence, hein, c'est ça, de l'association Mmh. ANDRH sur l'Ain et le Rhône. Je te laisse la parole, Anthony, et je te remercie encore une fois. Bah, c'est surtout moi qui te remercie de nous inviter parce que c'est toujours plaisant de pouvoir parler de notre association, hein. Quand on prend la présidence d'une association, c'est qu'a priori on en est fier, donc c'est toujours Oui. sympa de pouvoir en parler. Alors je ne sais pas si on arrivera à tout savoir, tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur la NDRH, mais j'essaierai de donner des éléments sur cette vieille association qui est en Ouais. place depuis longtemps. Mhm. Euh, alors après, je peux te donner deux, trois petites choses sur moi. Donc moi, je suis un DRH. La particularité, c'est que moi, je suis à temps partagé. Donc, je suis divisé en fait sur plusieurs structures qui sont plutôt des structures PME ou grosses PME, on va dire entre 50 et 500 salariés. J'en ai 3 principales dans lesquelles en fait j'officie. Donc ça, c'est mon métier. Ouais, c'est un métier de DRH, hein, clairement. Et pour faire le lien plutôt avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la NDRH, en fait, moi, je suis membre de cette association depuis 10 ans. Voilà, donc Mhm. ça fait déjà 10 ans que je suis membre de cette association. Et cette association, peut-être que je peux t'en dire quelques mots, parce que tout le monde ne la connaît pas forcément. Hein, Tout à fait, tout à fait. voilà. C'est une association donc nationale qui existe depuis plus de 70 ans et qui Impressionnant. a ouais, c'est assez ancien. Alors sur Lyon, Mhm. je crois que sur Lyon, ça a commencé en 85, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, D'accord. l'association existe depuis 70 ans. Et cette association, elle a pour vocation à rassembler tous les professionnels RH. Donc on reviendra justement sur la qualité peut-être de l'adhérent, puisque c'est large, c'est-à-dire qu'on parle bien en fait de professionnels RH, parce que ça a évolué en fait dans le temps et que même si l'association au départ n'était que pour les DRH avec le D, aujourd'hui on est vraiment sur tous les acteurs en fait RH qui participent en fait au débat RH. Et donc cette association, donc c'est 5000 adhérents en France. Et ensuite on est divisé en groupes locaux. Et donc nous avons un groupe qui s'appelle le groupe Rhône et Ain, Mhm. qui est l'un des plus gros groupes. On est l'un des 3 plus gros groupes avec Loire-Atlantique et PACA. On D'accord. a 340 membres au sein de l'association. Alors ça fluctue, hein. Il y a des années on est plutôt vers 300, des années on est plutôt vers 400.
Ouais, tout à fait exact. Avant le Covid et avant le renouvellement, on était à quasiment 400 adhérents. La période Covid a fait qu'on a quand même perdu quelques adhérents pour des raisons économiques, pour des raisons de temps, parce Oui, que il y a quand même du temps à dédier. En tout cas, si on veut entrer dans une association, il y a un petit peu de temps à dédier. Et puis cet asso, eh ben, c'est peut-être sa vocation, on va dire que c'est que les RH puissent participer en fait aux débats donc des débats publics et privés qui viennent questionner en fait la fonction RH. Donc c'est vraiment ça. Donc d'accord. c'est Oui, assez large comme vocation. Et c'est ça en fait que l'association, en tout cas au niveau national, souhaite que nous portions. Voilà, c'est ce qui est attendu. Donc ça d'accord. veut dire que derrière, on va peut-être un petit peu après rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs actions en fait et plusieurs axes différents. D'accord, ok, très bien. Oui, on va rentrer vite dans le concret parce qu'on Mmh. on a vu que l'enjeu stratégique était assez large, de valoriser la fonction, de créer le débat au sein de la fonction RH. Concrètement, si on doit se projeter dans ce que l'association au niveau local a fait Oui. dans ces derniers mois, est-ce que tu peux nous donner des exemples de réalisations, en tout cas de réflexions qui ont émané des réunions du groupe? Bien sûr. Bah, je peux déjà te parler de parce que j'ai oublié quand même, c'est une erreur terrible, c'est que je ne suis que le coprésident, c'est-à-dire que nous sommes deux coprésidents, Mhm. et donc je ne suis pas seul Oui, à mener cette barque, hein, c'est important. Avec Fabienne Villain, on a effectivement proposé un projet sur lequel on a été élu là en début d'année, qui est un projet en fait qui est sur trois axes. oui, Pour le groupe local, hein, on est bien d'accord. Et donc, de ces trois axes, on a après des actions qui sont déclinés par le bureau qu'on a choisi et qui est constitué d'une quinzaine en fait de DRH et autres fonctions de notre territoire. Donc on mhm, a trois axes principaux. Le premier axe, c'est l'axe le plus stratégique et le plus important, c'est faire entendre les opinions de la communauté RH sur notre territoire, sur nos territoires, puisqu'on en a deux, à tous les acteurs influents et que ce soit économique, ça peut aussi être institutionnel. Voilà, sur des thématiques, en fait, on va s'exprimer. Donc, comment ça se matérialise? On organise en fait chaque mois, au niveau du bureau, un débat en présence d'un journaliste qui en fait nous écoute pendant 2 heures débattre sur une thématique. Et à l'issue, il y a une synthèse de nos débats et de nos prises de position qui sont faites et qui est diffusée en fait. Alors ça va de la NDRH nationale à la CPME, au MEDEF. Ça dépend en fait des thématiques. Ça peut être à des chefs d'entreprise. Donc par exemple, Fabienne et moi, on s'est exprimé dès début avril sur une prise de position forte sur la phase de confinement où on voulait qu'il y ait une reprise d'activité dans les entreprises. oui, Euh, pour des questions justement économiques. Donc on a pris la parole en fait dans ce sens-là. On s'est exprimé là récemment sur la thématique des seniors et sur l'employabilité en fait de la population senior avec des propositions concrètes. Et le dernier débat qu'on a eu qui date de jeudi soir dernier portait sur le télétravail. Voilà, quelque chose un tout petit peu plus peut-être un tout petit peu plus outil, mais qui suscite quand même beaucoup de questions dans les entreprises. Et c'est pas si d'accord, simple en fait à mettre en œuvre. Donc ça c'est notre premier axe. d'accord. Ensuite on a un deuxième axe qui est de renforcer en fait l'esprit réseau de nos adhérents. Donc là Mhm. typiquement on va en parler parce que c'est ce qui t'intéresse et ce qui intéresse Super Connecteur, c'est il faut que nous on se débrouille membres du bureau pour développer en fait les échanges et faciliter en fait les rencontres de nos adhérents et puis répondre à leurs centres d'intérêt. Donc là on a pas mal d'actions en fait différentes qui peuvent être mises en œuvre. Et entre autres, on va organiser des événements ou des rencontres récurrentes D'accord. sur des thématiques RH avec des. Alors ça peut être soit avec des partenaires extérieurs, soit avec des personnes qualifiées. Alors je te prends un exemple. On organise 2 fois par an ce qu'on appelle un dîner prestige où on invite en fait une personnalité à venir se confronter en fait aux adhérents. Alors on est vraiment là-dessus, hein. C'est-à-dire que je te prends le dernier exemple. Le 10 mars, on a fait venir Myriam El Khomri, Oui, qui est venue et qui a passé une soirée avec nous face à une cinquantaine de DRH. Et la cinquantaine de DRH, c'était des salves de questions sur la formation, sur la politique, sur les positions politiques sur les thématiques RH
et on échange en fait et on débat. Et lors de ces dîners, c'est aussi la possibilité pour les adhérents de se rencontrer, bien sûr. Hein. Il y a quand même aussi Oui, une idée de networking derrière. d'accord. Et on va aussi organiser toute l'année des groupes de travail et des ateliers sur des thématiques pour que les adhérents, grosso modo, toutes les semaines, ils ont au moins une proposition d'un groupe ou d'un atelier. Donc c'est une organisation quand même assez au cordeau. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à organiser. J'ai oublié de dire que nous étions bien entendu bénévoles parce que Mhm. j'ai une asso, donc les 12 membres du bureau sont bénévoles et c'est nous qui nous répartissons en fait les tâches pour organiser ça. Et puis D'accord. le dernier axe, c'est comme on a une communauté de DRH qui vient en fait à la fois se rencontrer, mais aussi apprendre et puis se développer. On a créé en fait toute une salve d'action sur on se doit de contribuer au développement professionnel et personnel de nos adhérents en faisant en constituant un vivier d'experts sur lesquels ils peuvent en fait venir piocher, en leur proposant en fait des ateliers thématiques ou des groupes de parole dédiés où ils vont pouvoir en fait venir s'exprimer. Donc là-dedans, pour te donner deux, trois exemples concrets, on a mis en place du coaching solidaire, c'est-à-dire qu'on a en fait des coachs qui interviennent gracieusement pour accompagner en fait des DRH sur du coaching. Génial. On va avoir une liste en fait de viviers où si tu es adhérent, que tu es DRH et que tu as besoin de faire appel à un médiateur professionnel ou à un consultant formateur, eh ben on va avoir en fait une liste dans laquelle on peut piocher également. Et donc, on a des outils comme ça qui permettent de contribuer, on va dire, au développement de professionnel et personnel de nos adhérents. Donc ça, c'est nos trois axes. Voilà. D'accord. Ok, ok. Très clair. Merci beaucoup. J'apprends beaucoup de choses. Euh, si on prend un peu plus de hauteur, Anthony, Oui. pour toi, c'est quoi les fondamentaux d'une communauté aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu sens qu'au sein de l'association, vous êtes communautairement liés? Là, c'est pour aborder le sujet de façon très holistique. Oui. Comment tu perçois cette notion de communauté, toi, et est-ce que tu penses que l'association répond à ces critères? Alors, je vais commencer peut-être du coup par l'association et puis après ce que nous on essaye de faire enfin, par rapport à cette thématique-là. En fait, l'association, il faut quand même le dire, elle a une position un peu dominante au sein du milieu RH. C'est-à-dire que un DRH qui prend un poste et qui commence sa carrière dans la fonction RH, Oui, même il y a beaucoup d'associations différentes, elle oui, va avoir un réflexe un peu à une DRH, puisque l'association est présente depuis longtemps. Et donc, le fait d'appartenir à la NDRH, bah, c'est aussi, en fait, rentrer dans cette communauté-là, et puis d'accord. avoir, en fait, la pastille de pouvoir participer, en fait, là. Et il y a énormément d'échanges qui sont faits, et il y a aussi des carrières qui se font parce qu'on va rencontrer à la NDRH, que ce soit dans notre département ou dans d'autres, bah, des acteurs importants. Ça peut être des DRH de grandes entreprises, ça peut être des dirigeants d'entreprises dans le cadre d'événements. Et donc du coup, comme il y a cette position en fait dominante, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les adhérents vont venir à la NDRH sans forcément bien connaître et bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Voilà. Donc, pas forcément avec un sentiment d'appartenance très fort au départ, c'est à toi de le développer derrière? Oui? exactement. Mmh. Alors là, je suis complètement d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est plus notre job, en tout cas au niveau local, de créer en fait ce sentiment d'appartenance et de trouver comment je fais pour à la fois les fidéliser, mais qu'ils soient fiers de leur assaut, qu'ils soient chacun en fait ambassadeur à des moments et que finalement, même s'ils sont pas dans un événement NDRH, ils soient en capacité de dire, moi je suis un membre à NDRH. Moi, c'est ça un peu mon objectif. Hein. Mais par contre, c'est difficile. Voilà, c'est là-dessus où on peut déjà peut-être lever une de mes difficultés, en tout cas en tant que président, c'est que j'ai une vraie difficulté et que c'est compliqué en fait à mettre en œuvre ce sentiment d'appartenance parce que on a aussi des moyens de communication qui me semblent encore qui me semblent un peu archaïques dans notre manière en fait de fonctionner et on a encore du mal du coup à communiquer directement avec notre communauté de manière fluide. On D'accord. communique, mais ça va être assez institutionnel, c'est-à-dire que on doit passer, en fait, on a deux strates. Hein. On doit passer quand même par des outils du national pour certaines choses. Donc, en fait, on va avoir de la communication un peu officielle qui est faite par notre assistante, parce qu'on a une assistante au sein de l'association. Et puis, c'est comme ça, en fait, que les adhérents vont avoir l'info. Mais on n'a pas, par exemple, on n'a pas un forum dédié de discussion.
on va avoir des groupes WhatsApp qui vont se créer en fait d'un côté de l'autre. On va avoir en fait des groupes aussi ad hoc qui peuvent communiquer entre eux. Mais à mon avis, c'est une de nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on D'accord. a des difficultés à créer ce sentiment d'appartenance et on peut perdre des adhérents parce que on n'a peut-être pas parfaitement compris quelles étaient leurs attentes ou Oui, tout à ils fait. se sont pas forcément retrouvés. Alors ça, c'est parce que avec Fabienne, on a une vision exigeante de notre présidence. Après, enfin, l'association fonctionne très bien. 350 membres, c'est déjà très bien, c'est suffisant. Mais on se rend compte qu'on peut avoir une petite perdition de certains adhérents. C'est pas D'accord. évident. Ok. D'ailleurs, pour revenir un peu sur toi, donc tu es nous on appelle ça des community builders au sein de notre Ah oui, sémantique, d'accord. voilà. Tu avais déjà animé une communauté avant, tu avais déjà été dans cette position d'animateur de communauté ou tu l'expérimentes finalement avec l'association. Depuis combien de temps d'ailleurs tu es président de l'asso, Alors, Anthony? en fait, moi, je suis adhérent depuis 10 ans de l'association. Et ensuite, pour t'expliquer ce que ça a commencé en fait à l'association, j'étais simple adhérent. Donc, je participais à deux, trois groupes de travail. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte justement que il y a des choses que je ne retrouvais pas. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé voir le bureau de l'époque, c'était il y a 5-6 ans, en leur disant, moi, j'ai envie de créer un groupe très spécifique qui est le groupe des RH en PME. Donc j'ai créé en fait le club RH PME qui a été validé et là ça a été ma première communauté si on Première doit expérience, reprendre les termes la toute première parce fois. que ça fait donc je vais rentrer dans la 6e année Oui, où on a vraiment alors là pour le coup constitué en fait un club que j'ai animé. Ce sont les mêmes. Alors il y a toujours un noyau dur mais il y en a des nouveaux évidemment qui entrent dans ce club là où j'ai animé en fait cette communauté mais en parallèle de la communication officielle qui était faite de la NDRH pour justement les fidéliser parce que je me d'accord. suis rendu compte que j'avais une difficulté. Donc ça c'est et comme ça a été en fait un succès à un niveau micro, ce club PME. Ensuite je suis rentré dans le bureau de la NDRH et on a été élu avec Fabienne au mois de janvier, donc c'est tout récent. D'accord, ok. Voilà, Et on et depuis du coup, janvier. qu'est-ce que tu préfères? Quelles sont tes best practices, Anthony? Qu'est-ce que tu aimes faire dans l'animation de la communauté? Quels sont les axes, on va dire, en tant qu'animateur, que tu t'es fixé, des axes de travail objectifs, pas forcément les objectifs de l'association en elle-même, mais toi, en tant Mmh. qu'animateur, comment tu as organisé ton travail en interne avec Fabienne, qu'on salue d'ailleurs. Oui, puisqu'elle elle est pas dispo aujourd'hui. Ouais, En fait, nous, ce qui nous intéresse en fait le plus pour notre communauté, c'est qu'on est parti en fait de nos enjeux. Alors, nos enjeux, il y a un enjeu de fidélisation, ça tu l'as compris. mmh, On a un enjeu très 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 important qui est un enjeu d'entraide. Et vraiment, quand on fait, c'est aussi le côté associatif, bien sûr, d'accord, qui est vraiment important. Et puis, on a un enjeu d'impact qui était plutôt lié à notre premier axe, qui était de pouvoir en fait jouer notre rôle de DRH et faire porter notre voix. Et en fait, comment en fait on s'est organisé et comment on a décidé en fait de donner, on a complètement parce on pouvait pas le faire seul. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'un président, et d'ailleurs avant il y avait qu'une présidente, Patricia, elle gérait ça toute seule. Donc déjà nous on a dit on peut pas en fait le faire seul parce qu'on a des métiers accessoirement à côté. bien, Et oui, donc on a repensé totalement les fonctions et les rôles des membres du bureau. C'est-à-dire que les 12 membres du bureau qui ont été choisis en fait pour cette raison et ils se sont engagés pour cette raison, ils ont tous une action à minima qu'ils doivent piloter et chacun anime justement sa communauté. Donc, ils ont en fait cette fonction-là et on l'a tous. Et ce qui permet en fait d'être plus fin en fait dans l'approche et dans les besoins en fait des adhérents, parce que il y a des adhérents qui se reconnaissaient pas forcément dans une animation un peu globale, parce que par exemple j'ai des DRH de grandes entreprises qui n'ont pas beaucoup de temps et eux il y a qu'une ou deux choses en fait qui vont les intéresser. Et donc d'accord, du coup les adhérents ils ont maintenant des interlocuteurs en fait privilégiés qui sont les pilotes d'action. Et d'accord, pas forcément Fabienne ou moi, pas du tout. d'accord. Ok, d'ailleurs, Voilà. ça me fait rebondir sur une question complètement en lien avec ça. Du jour zéro où je décide d'intégrer l'association, est-ce qu'il y a un parcours utilisateur? Est-ce qu'il y a je n'ose pas dire un parcours initiatique, mais qui permet du coup de renforcer aussi tout de suite le sentiment d'appartenance? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose de concret dès l'entrée, dès l'intronisation, on va dire, des adhérents dans la communauté? Oui, alors aujourd'hui c'est le cas. Alors sachant que là, on se combine avec le national, puisqu'on a quelques contraintes.
qui sont liées en fait à la cotisation, parce qu'il y a une cotisation en fait à payer. Donc en fait, le parcours classique, c'est le DRH doit aller sur le site internet national de la NDRH, faire une préinscription. Donc il a en fait un formulaire assez simple où grosso modo on va avoir sa fiche d'identité professionnelle D'accord. et à réception et au moment où il clique sur la préinscription, sa fiche va arriver. Donc chez nous c'est Patricia qui s'occupe de ça, donc c'est un membre du bureau local qui va en fait valider l'inscription. Alors pourquoi valider l'inscription? Parce que on doit en fait être une association de professionnels RH, mais on a une contrainte, c'est qu'on ne doit pas avoir plus de 15% de nos adhérents qui sont ce qu'on appelle nous des partenaires, c'est-à-dire des formateurs, des avocats, des consultants, des médiateurs. On doit conserver 85% en fait de nos adhésions qui ne sont que des responsables de fonctions RH opérationnelles ou stratégiques. Donc elle doit faire cette régulation. C'est-à-dire que, en ce moment, pour vous donner un exemple très concret, la NDRH du Rhône, je crois qu'on est à 17%, donc on est au-dessus en fait du taux. Donc on ne peut plus prendre aucun nouveau partenaire. C'est-à-dire que tous les nouveaux partenaires qui s'inscrivent ne peuvent pas être validés. Et donc s'ils n'ont pas validé, ils ont une réponse de Patricia en fait personnalisée qui leur explique en fait la règle, parce qu'elle n'est pas forcément claire sur le site internet. Donc soit elle valide, soit elle valide pas. Et ensuite, quand les personnes sont validées, chaque mois, on a on a deux pilotes sur l'intégration au sein du bureau, Alice Bricourt et Karel Plouinec, qui elles vont répartir en fait tous les nouveaux adhérents entre les 12 membres du bureau, et on va donner un coup de fil directement. Un membre du bureau appelle en fait au téléphone le nouvel adhérent pour lui faire en fait une présentation et puis surtout créer le lien et qu'on soit en fait un peu son référent au sein de l'association. D'accord. Donc, c'est le premier élément. Et ensuite, après ça, donc c'est dans le premier mois, il va recevoir, en fait, il va rentrer dans la mailing list des adhérents et il va recevoir, en fait, toutes les invitations au groupe de travail, aux ateliers ou au dîner prestige, etc. Et ensuite, on organise soit des déjeuners, soit des types apéros. En général, c'est dans le trimestre qui suit, sauf période Covid, bien entendu, où là, on va convier en fait les nouveaux adhérents à venir en fait sur une soirée conviviale pour se rencontrer. Voilà. Donc c'est ça en fait le parcours de tout début, on va dire le parcours d'onboarding, c'est celui-ci. Et après, par contre, les adhérents font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte de participer à des groupes, tel ou tel groupe, de participer en fait à une communauté ou à une convivialité. Ils font comme ils veulent. Il y en a qui d'ailleurs qu'on voit très peu. Il y en a d'autres qu'on voit beaucoup. Et puis il y en a qui participent qu'à certaines choses. Après, ils sont complètement libres au sein de l'association. D'accord, ok. Comment tu, j'allais dire mesure, mais c'est pas le terme. On en a parlé ensemble avant. C'est pas forcément le terme bien choisi, mais l'engagement d'une communauté, ça veut dire quoi pour toi? Enfin, est-ce que ça présente un caractère important au sein de la NDRH ou est-ce que c'est finalement assez marginal? Mais comment toi tu évalues slash mesures l'engagement de tes adhérents de tes adhérents, pardon. Alors, c'est un sujet, clairement, et nous sommes beaucoup interrogés dans les années passées. Déjà, avant que je sois président, quand j'étais au bureau, on s'est posé beaucoup de questions sur justement l'engagement. Parce que la partie visible, finalement, de cette communauté, c'est la participation au groupe de travail, aux ateliers, aux dîners. Et c'est une toute petite partie. C'est-à-dire que, grosso modo, on avait compté, je crois que c'était l'année dernière, on connaît grosso modo 120 membres, et ça veut dire qu'il y en a plus de 200 qui sont à la NDRH, qui payent leurs cotisations, qui y sont peut-être depuis 10 ans, 15 ans, mais qu'on ne connaît pas et qui ne se sont jamais déplacés à des groupes de travail. Alors parfois, ils font des choses à distance, mais il ne faut pas oublier que nous, à NDRH, on donne aussi beaucoup de contenu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de webinaires, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de mises à jour en fait juridiques, et donc qui est lié en fait à nos métiers, bien sûr, en droit social ou en pratique RH. Et donc du coup, il y en a beaucoup pour lesquels ça suffit. C'est-à-dire que récupérer en fait cette matière leur suffit. Donc nous, on avait une vision finalement assez parcellaire de qui étaient nos adhérents. Et on s'est beaucoup posé de questions. Nous, en fait, ce qui était notre indicateur, c'était le taux de participation. Voilà, c'était notre unique indicateur pour savoir s'il y avait un engagement. Et on s'est beaucoup pris la tête en se disant, mais des fois, on a des groupes de travail où on a l'impression qu'il y a peu de monde. Et donc, est-ce que ces groupes de travail sont pertinents? Pourquoi il y a peu de monde? Donc, on a fait plusieurs actions.
Donc, on a fait en fait des questionnaires auprès de nos adhérents, pour vraiment très précis, pour savoir quels étaient leurs besoins, pourquoi ils participaient pas. Et l'année suivante, on a même organisé on appelait ça la voix des adhérents, c'est-à-dire des espaces de parole où on les laissait venir. Nous, on était membres du bureau, on prenait uniquement en fait leurs critiques positives ou négatives, mais sans commenter. Et en fait, on avait une salve de pistes d'amélioration, on va dire ça comme ça. Et ben même ces deux actions-là ont été très peu suivies, c'est-à-dire qu'on a eu très peu de retours, et on a décidé du coup avec Fabienne de ne plus en faire, en tout cas que cette question de la participation ne soit plus un souci, et qu'on accepte que, eh ben, on a des adhérents qui s'inscrivent en fait chaque année, ne participent pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui quelque part ont quand même un sentiment d'appartenance puisqu'ils renouvellent chaque année. Sachant que c'est pas forcément l'entreprise qui paye la cotisation. Hein. On est sur des cotisations qui sont normalement individuelles. Parfois, c'est combien d'ailleurs, Anthony, si c'est pas indiscret, la cotisation est de combien pour être Alors, on est sur une personne qui est en activité, c'est 375 € l'année. Et ensuite, tu vas avoir des tarifs dégressifs pour les personnes en recherche d'emploi. Je crois que c'est 50%. Et puis pour les jeunes pros, c'est-à-dire les moins de 35 ans et les étudiants, il y a à nouveau des tarifs au-dessous. Je me souviens plus bien des tarifs exacts. D'accord, ok. J'ai une question qui me brûle la langue parce que ça fait, je pense, une quinzaine d'années que je me la pose. Oui. Alors là, c'était pas prévu au programme, hein, un peu impro, mais globalement, j'ai été, comme tu le sais, prestataire, prestataire dans l'univers, l'écosystème RH. Il y en a parmi nous ici dans ce webinaire. On s'est toujours demandé finalement quelles étaient les relations et en tout cas la posture de la NDRH vis-à-vis du marché des ressources humaines, qu'il soit du marché du recrutement, de la marque employeur ou de tout l'écosystème. On sait qu'il y a énormément de prestataires aujourd'hui. Quelle est la position de la NDRH dessus? Et si je suis un prestataire, ai-je une chance de pouvoir à un moment donné présenter en tout cas mon activité ou en tout cas me faire connaître auprès des DRH non, alors Florian, c'est pas la question qui fâche, je me la pose vraiment depuis 15 ans. Mais c'est vrai, donc il est temps, Anthony, de faire le point et de dire la vérité sur les relations entre la NDRH et les prestataires en toute franchise. Alors, je me permets juste que j'avais pas vu Florian était là, donc je lui fais quand même un petit coucou parce que j'ai eu la chance d'accompagner Florian sur le début de son aventure. Donc, je lui fais quand même un petit coucou. C'est la question brûlante, bien entendu, parce qu'il y a une vraie complexité dans cette question, mais tu l'as compris tout à l'heure, comme il y a en fait ce fameux indicateur en fait des 15%, de toute façon, de fait, il y a des prestataires qui ne peuvent pas, entre guillemets, entrer à la NDRH aujourd'hui. C'est compliqué. C'est même impossible, en fait. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc ça c'est sur la partie adhésion. Donc, on est d'accord. Et donc, c'est quand même important de le préciser parce qu'on a des partenaires qui sont adhérents, mais comme ils sont là depuis longtemps, eux, ils peuvent participer à exactement tous les mêmes groupes de travail que tout le monde. Et puis, pour répondre à ta question et puis être très transparent, il y a une déontologie au sein de l'association où chaque membre, quand on arrive, on a interdiction, mais même un DRH, c'est pas qu'un prestataire, puisqu'un DRH, on peut aussi être ambassadeur de l'activité de notre entreprise. On ne doit pas faire de démarchage ou on ne doit pas en fait vendre les prestations de notre entreprise ou de notre prestat à partir du moment où on rentre dans l'association, parce que l'association c'est de l'entraide, c'est des débats et ce n'est pas le lieu, d'accord? Donc ça c'est la règle et on doit et c'est dans la déontologie. Donc ça c'est pour l'adhérent. Pour les animateurs, on a des animateurs de groupe qui sont des adhérents, ça c'est une obligation. Ces animateurs peuvent être des prestataires, bien sûr, parce qu'ils le font aussi de manière bénévole. Eux, ils ont aussi leur charte où ils ont interdiction de vendre leurs prestations. Et donc, on est très vigilant en fait là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, la plus décomplexée en fait de l'activité, c'est-à-dire la partie vente. Mais par contre, au-delà de ça, tous les liens sont possibles. Donc, c'est-à-dire qu'un prestataire qui, évidemment, vient nous parler d'une thématique en contrôle de gestion sociale ou sur un outil, en fait, de mesure d'engagement, comme j'avais invité, par exemple, Florian le faire. Florian vient présenter, en fait. Alors, c'est un peu particulier pour Florian parce que comme j'ai été son parrain, évidemment, je m'étais permis de l'inviter. Gros traitement de faveur pour Florian, j'ai l'impression. Et puis la qualité de l'outil, surtout. Et la qualité de Florian.
Voilà. Ouais. Et donc, on peut, en tant que DRH, inviter effectivement des prestataires sur des outils, enfin pas des outils, mais sur une expertise dans laquelle on croit. Et ensuite, libre au DRH, parce qu'on envoie en fait les coordonnées du prestataire, de prendre contact ou non avec ses prestataires. Ça, c'est après, il peut se passer n'importe quoi. Et clairement, on ne se ment pas sur le fait il y a du networking entre les adhérents et c'est plutôt sain. Mais le plus gros vecteur, ça va être quand même la recommandation, c'est-à-dire que souvent les DRH en fait vont s'interroger. Donc c'est comme ce que je te D'accord. disais tout à l'heure. J'ai eu le cas D'accord. hier, j'ai eu le cas ce matin, de dire hier on cherchait un médiateur, ce matin on cherchait une cellule d'écoute psychologique. Et donc on demande et derrière on va balancer les noms des prestataires avec qui on a eu du coup des contacts ou avec lesquels on a travaillé. Alors D'accord. ensuite, pour répondre parfaitement à ta question, si je suis prestataire, si je ne suis pas adhérent, et donc, si a priori, j'ai pas la possibilité d'entrer en contact avec la NDRH, par contre, si je suis un expert ou si j'ai une compétence particulière, un outil particulier, quelque chose qui fait que ça va nous faire avancer, nous, DRH, évidemment, on va trouver en fait le lieu, soit l'atelier, soit la conférence, soit le débat, pour pouvoir en fait venir présenter quelque chose dont on pourrait se servir, avec toujours les mêmes règles de déontologie. Voilà. D'accord. OK. Merci d'avoir répondu clairement et en toute honnêteté. C'est vraiment, je pense, une question importante qu'il fallait aborder, parce que ça a toujours été un mystère, notamment pour moi. Et merci d'avoir mis des mots clairs dessus. Et ça me permet, merci pour la transition en or massif que tu m'as Mmh. offerte. On parle, tu as utilisé le terme de mise en relation. Tu sais Oui. que chez nous, Super Connecteur, c'est une de nos obsessions, de faire en sorte d'optimiser, de digitaliser, de mesurer les mises en relation. On l'a fait depuis le début. Est-ce que cette notion de mise en relation est très présente chez toi? Je l'appellerais recommandation, je l'appellerais connexion, je l'appellerais comme tu veux, mais est-ce qu'elle est présente? Est-ce que tu l'encourages? Et que penses-tu globalement de ces circuits de communication qui permettent de rapidement faire du réseau, mais de façon concrète, en dehors du décorum qu'on peut mettre en place? Alors pour moi, elle est essentielle. C'est-à-dire que quand on vient en fait à la NDRH, c'est aussi qu'on veut entrer en relation. Voilà. Alors particulièrement quand on est, comme moi je l'ai été il y a 10 ans, RH de PME, donc complètement isolé dans son entreprise, sur son D'accord? métier. Et donc quand je rentre dans une association, c'est parce que je veux entrer en relation. Je veux entrer en relation avec des pairs professionnels. Donc ça c'est la première chose. Et puis le dommage collatéral positif, c'est que au sein de notre association, et ça on joue beaucoup avec Fabienne pour le développer, c'est que finalement je vais construire mon réseau professionnel. Puisque je vais rencontrer en fait peut-être des RH avec lesquels on va pouvoir travailler ensemble sur des thématiques, peut-être des prestataires que je vais faire intervenir dans mon entreprise, peut-être aussi pour certains DRH leur futur employeur, parce que j'ai envie de changer de poste et je vais voir un DRH et puis je vais le rencontrer et puis je vais pouvoir rentrer dans un process de recrutement. Ça c'est très décomplexé aussi, hein. On a un club emploi au sein de l'association pour accompagner les DRH qui sont en transition professionnelle. Et ça permet effectivement de développer son réseau et puis de construire aussi sa carrière. Et donc nous, la mise en relation, pour nous, elle est hyper importante et elle est fondamentale. C'est-à-dire que, et là, on l'a vécu par exemple avec la période Covid, on avait besoin en fait d'échanger très rapidement, de pouvoir se donner des clés, de pouvoir se donner en fait de la matière pour avancer. Et ça, c'est la force du coup de notre réseau de professionnels. Alors, ce qui peut être difficile, en revanche, c'est toujours, alors c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est la fluidité en fait de ce circuit-là. Parce que comme on a peu d'outils, je te citais WhatsApp, je te citais les mails, on n'a pas en fait de forum en fait nous qui nous est dédié pour. Alors je crois que le national va en lancer un, mais on n'a pas encore accès nous. Mais on n'a pas de forum où on n'a pas de mise en relation directe. Et aujourd'hui c'est ce qui est un peu pénible, je pense, pour un adhérent, parce que s'il veut en fait rentrer en contact, il faut qu'il aille sur l'annuaire. Il a accès à l'annuaire de tous les adhérents. Mais enfin, l'annuaire te dit pas grand-chose. Je veux dire, il te donne en fait l'entreprise, le poste, alors que avec effectivement un forum ou un outil, on pourrait communiquer de manière un peu plus fluide. Mais par contre, la mise en relation est aussi une des choses qu'on vient chercher à la NDRH, clairement. D'accord. OK. Donc je déduis de ta question qu'aujourd'hui tu ne mesures pas forcément,
est-ce que c'est un sujet aussi pour toi? Tu ne mesures pas forcément les valeurs, la valeur créée par les mises en relation au sein de l'association, ne serait-ce qu'avant de mesurer, ne serait-ce que la tracer, si tu me permets l'expression. En tout cas, essayer de la cartographier. Car aujourd'hui, mais est-ce que c'est un sujet pour toi ou est-ce que ça reste finalement pas forcément un enjeu fort? Non, enfin alors, donc on ne le fait pas, ça je te le confirme. C'est pas un enjeu parce que nous, on n'a pas besoin en fait d'avoir ces indicateurs-là. On doit faciliter en fait la mise en relation. C'est à nous de la D'accord, faciliter, ça c'est sûr. d'accord, Mais après, que c'est du succès ou pas, nous, en tant que président, on ne peut pas être garant de ça. d'accord. Ça reste une association. Et puis on n'est pas sur des recherches de performance, Ok, clairement. Voilà. d'accord. Donc voilà ma Ok. réponse. Ok, très bien. Tu as un peu parlé des, tu as un peu parlé des outils, Anthony. À part les outils qui viennent du national, hein, si j'ai bien compris, qu'est-ce que, comment tu peux-tu repréciser? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment tu fonctionnes en termes de communication, en termes de transfert d'informations avec tes membres? Alors, il y a deux canaux. On a donc le fameux canal mail, c'est-à-dire que quand il y a une activité de la NDRH, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire je veux transmettre en fait de la connaissance, je veux transmettre un document, ou je veux inviter mes adhérents à participer à un groupe ou à un événement quelconque, les adhérents reçoivent un mail voilà, qui vient en fait de notre assistante avec une présentation officielle, le lien pour s'inscrire, enfin vraiment très très classique. Qui est une première source d'information. Mais surtout, nous, notre outil de communication, c'est notre page LinkedIn. Alors, on utilise énormément en fait notre page LinkedIn, à la fois Oui, pour valoriser en fait nos actions, ce qui se passe au sein de l'association, mais aussi pour donner de l'information aux adhérents qui suivent la page et pour qu'ils puissent aussi avoir connaissance des événements, parce que des fois dans le flux de mails, ils font pas forcément attention. Donc il y a ces deux canaux qui permettent en fait d'animer finalement nos DRH. Alors avec du coup une petite différence, c'est que le mailing va être envoyé aux 340 personnes uniquement, ouais, qui vont recevoir le mail. Et la page LinkedIn, je crois qu'il y a 1600 personnes qui suivent la page LinkedIn. Donc ça permet aussi de faire rayonner la NDRH parce qu'il y a des choses qu'on met sur le fil LinkedIn mais qui ne concernent que les adhérents. Et donc il y a quand même des DRH qui suivent la page même s'ils ne peuvent pas participer. d'accord. Ok, ok, très bien. Juste pour, juste un petit rappel, hein, excuse-moi Florian, j'avais pas vu ta question, je la poserai à la fin si tu veux bien. Sur le sujet d'avant, Florian nous posait la question, est-ce que tu as déjà, tu la vois Anthony, est-ce que tu as déjà des cas où le sujet prospection est devenu un problème et comment ça se gère? Un petit flashback sur le sujet d'avant, sur la question de Florian. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce problème-là? Alors, c'est assez rare, mais c'est arrivé une ou deux fois. Et là, on fonctionne comme des DRH, n'est-ce pas? D'accord. C'est-à-dire qu'on commence de manière très cordiale avec un rappel à l'ordre de l'adhérent, et ça peut aller jusqu'à la sanction disciplinaire, entre Oh, c'est guillemets, qui d'accord. est l'exclusion. Voilà. D'accord, ok. Moi, dans les dix Je savais dernières pas. années, je crois qu'il D'accord. n'y a eu Ouais. il y a eu qu'une exclusion. Hein. Dans les Mmh. 10 dernières années, je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule. D'accord. Alors quand je dis exclusion, ça c'est plutôt non renouvellement de l'adhésion, c'est plutôt ça. C'était D'accord. pas de sortez, c'est bon l'année prochaine vous ne viendrez pas. Mais c'est arrivé qu'une seule fois et c'est quand même non pas convocation entretien préalable, mais disons qu'on est sur un fonctionnement proche. Moi je trouve quand même que depuis 3-4 ans, on n'a pas du tout ce problème. Et on n'a pas du tout ce problème parce que il y a aussi un renouvellement aussi des membres du bureau avec des DRH. Là, on est pas mal de DRH très divers et qui avons une culture vraiment où on travaille avec les prestataires. Et donc du coup, je pense que c'est aussi lié à comment nous on fonctionne dans nos entreprises et à notre vision. Et donc du coup, c'est très sain. Hein. C'est très sain et ça fonctionne très bien. D'accord. OK. On parlait en préambule, ensemble, de la gestion, de la crise sanitaire, et surtout de l'impact, tu m'en parlais, l'impact de la fonction RH, au sein de cette crise. Ça me paraît important, même si c'est pas au cœur
notre sujet du jour, que tu puisses t'exprimer sur ce point. Comment tu as senti finalement l'action des services RH pendant cette crise? Comment tu l'as accompagnée? Comment l'entraide s'est mise en place, hein? Je crois que l'entraide, c'est un terme fort dans ton champ lexical et dans tes éléments de langage. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour en parler parce que ça me paraît être un sujet important à aborder. Si, mais en plus pour moi c'est un lien vraiment direct avec notre thématique parce que tu vois quand le 16 mars est arrivé et qu'il a fallu en fait se confiner, nous on est parti en fait du principe avec Fabien, nous on n'avait que des groupes physiques, hein. La visio n'existait pas, D'accord, pas ouais. du tout. J'aurais peut-être dû d'ailleurs le préciser, mais pour te montrer à quel point on est aussi dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que les groupes de travail, les ateliers, tout ce que tu veux, jamais on ne l'avait organisé en visio. Même nos bureaux à nous, quand on se rejoint une fois par mois, on se retrouve pardon une fois par mois, c'était toujours du physique. Ah Et oui, c'était voilà, quand le 16 mars est arrivé, notre première réaction en fait avec Fabienne, ça a été de dire bon bah ok, il faut qu'on se protège, donc on stoppe tout. Donc on a fait une communication en disant bon bah voilà, il y a plus de groupe de travail, il y a plus de bureau, etc. Et puis, au bout de 8 jours, on s'est rendu compte de nous ce qu'on faisait en entreprise avec Fabienne. Et on a complètement réinventé en fait nos manières de communiquer. Évidemment, on était en visio. Évidemment, on était au téléphone. En plus, bon, Fabienne fait partie d'un groupe international, il faut quand même le dire, où elle a un périmètre. Elle est chez Carrier, donc elle a un périmètre qui est un périmètre international, enfin Europe en tout cas. Et elle a oui, toujours fonctionné en fait en visio et à distance. Même si elle se déplace énormément, elle se déplace pas toutes les semaines. Donc pour elle, c'était assez naturel. Et donc on s'est revu au bout de 8-10 jours et on s'est dit non, en fait, on va pas du tout faire ça. Il faut en fait qu'on organise tout en visio pour ceux qui veulent participer. Donc on a réactivé tous les groupes de travail, on a organisé nos bureaux, c'est-à-dire qu'on a repris en fait nos rituels. Par contre, on a ajouté des choses pour répondre en fait justement à cette question d'entraide. C'est-à-dire qu'on a organisé en fait des points bureaux complètement informels, sans ordre du jour, en général le soir vers 19h pour parler, pour se libérer un peu de tout ce qu'on vivait en fait dans la journée, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous ouais. les RH, on a quand même depuis le 16 mars, on souffre un peu quand même, hein, il y a pas mal de boulot, et donc on se voyait le soir juste entre le bureau, et pour les adhérents, on leur a proposé en fait des groupes de parole qu'on a organisés par visio. Donc, on a organisé des groupes de parole dédiés. Donc, pour les RH, des groupes de parole pour les prestataires. Et on a aussi organisé des séances de co-développement professionnel et managérial en visio et des séances de méditation en visio. Ce qui était complètement nouveau. Et là, c'était vraiment Méditation visio. D'accord, ouais, on a essayé ça et ça a super bien fonctionné. d'accord. Euh, c'était relaxation méditation avec Odile Roche pour la cité, qui est une de nos adhérentes depuis très longtemps, et ça a très bien fonctionné. Et voilà, on a passé aussi ces étapes-là, et du coup, aujourd'hui, eh ben, ça nous a permis, en phase de déconfinement et de reprise d'activité, de conserver en fait, on fait pas que de la visio, mais on fait du mix. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon prochain club PME, c'est à la fois en physique et en visio, ce qui permet aussi, bah, du coup, de développer notre fameux taux de participation. Sans D'accord, vouloir. ok, ok. Voilà. Ok, parfait. On arrive bientôt à la fin de ce community talk. Merci beaucoup, Anthony. Est-ce que parmi les personnes qui sont connectées, des questions vous brûleraient-ils les lèvres et que vous auriez envie de poser à Anthony? C'est maintenant. Florian est encore actif. Pendant que Florian tape sa question et que Jenny tape sa question, je vous rappelle que les community talks de Superconnecteur continuent. Donc notamment avec la semaine prochaine, si je me trompe pas, oui c'est ça, l'intervention du groupe ADECO qui va nous présenter la gestion de sa communauté d'anciens collaborateurs. Je trouve que la démarche Ah est très oui. intéressante et mérite d'être développée. Donc je vais vous partager le lien pour vous inscrire à à ce community talk qui va en droite lignée avec celui d'aujourd'hui avec Anthony. Alors, des questions, Anthony. Donc, Eugénie qui nous demande la décision peut-elle se faire à tout moment de l'année? Alors, c'est une super bonne question, très pragmatique. Jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Enfin, c'était pas le cas. Oui, on peut adhérer en fait toute l'année, mais en fait, on payait quand même pour toute l'année, même si on s'inscrit qu'en milieu d'année. C'était un peu la particularité. Et là, ils ont changé avec le Covid. Donc maintenant, là, si vous vous inscrivez, par exemple, maintenant, il reste 4 mois dans l'année, il y a une proratisation
il y a une proratisation effectivement de la cotisation. Mais sinon, vous pouvez adhérer toute l'année. Voilà, ça c'est sûr. D'accord. Florian, toujours aussi précis dans ses questions, tu ne penses pas qu'il y a un risque à faire du mix distanciel-présentiel sur le long terme? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un risque. Par contre, ça nécessite des qualités d'animation, à mon avis, très importantes. Parce que vous l'avez peut-être déjà fait, moi on l'a déjà fait en entreprise, hein, d'avoir du mix. Il faut faire très attention, parce qu'il faut effectivement pas oublier les personnes qui sont à distance, et il faut réussir en fait à trouver la bonne énergie dans la réunion. Donc pour moi, c'est pas 50 personnes, hein, clairement. Mais on l'a. Alors, je te répondrai encore plus précisément parce que là, on commence sur le mois de septembre sur ces mix. On l'a pas encore fait. Particulièrement, le 29 septembre, on verra ce que donne le club PME. Mais pour moi, ça me semblait important de ne pas revenir uniquement à du présentiel et ou de ne pas rester que sur de la visio parce il y a des résonances différentes chez chacun pour la gestion en fait du Covid. Il y en a qui souhaitent se déplacer et qui ont besoin de ça. Il y en a d'autres qui ont encore besoin en fait de se protéger et qui n'ont pas envie de se déplacer. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on puisse leur apporter les informations ou le partage d'expérience. D'accord. Justement, en lien, Eugénie qui relance, à la relance, à quel moment de la journée ont lieu les événements? Je rajouterais donc a priori traditionnellement, s'il y a des rituels qui se répètent? Alors ça dépend complètement des groupes et des ateliers, c'est-à-dire que ça peut être tous les horaires. Par exemple, le club droit du travail qui se réunit donc tous les trimestres, c'est en matinée 9h midi le mardi. Le club PME c'est en soirée, c'est plutôt 17-19h30. Il y a des déjeuners aussi qui sont faits, donc ça va dépendre en fait du DRH qui anime et comment en fait il a organisé, et aussi en fonction des adhérents qui participent, ce qui est le plus simple pour eux. Donc ça dépend vraiment du groupe. D'accord. OK. Très bien. Ça peut être en journée. Ça peut être en journée. D'accord. Parfait, je vois pas d'autres questions, en cours de saisie. Donc je vous propose je propose de conclure, ce community talk. Anthony, moi j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as, une injonction, une proposition, une suggestion, à faire à nos participants qui ont pris ces 45 minutes avec nous, pour, soit promouvoir, soit, donner rendez-vous peut-être, au nom de la NDRH dans les prochaines semaines? Alors, d'injonction, jamais, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mon style. Par contre, une suggestion, c'est que je sens déjà que j'ai peut-être une future nouvelle adhérente qui peut être intéressée par le sujet. Donc, Eugénie, n'hésite pas à prendre contact avec moi si elle a besoin d'une présentation un peu plus précise de la NDRH. Ça, il n'y a pas de problème. Non, après, moi, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée parce qu'on n'a pas le temps, et c'est vrai que le temps passe vite, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui font partie de nos axes, j'ai oublié de le dire, c'est que je souhaiterais aussi que les communautés échangent entre elles. Et donc, nous, on a une action qui est le développement des relations interassociations et des relations intergroupes. Et on voudrait sortir un peu de uniquement notre groupe pour pouvoir aller travailler avec. Alors, par exemple, j'ai des relations avec le président de Alexis Bertel, qui est le président de la NDRH en Savoie. On essaie de voir comment on peut travailler ensemble sur des thématiques et avec des associations du type DFCG, Directeur Co, pour qu'on ait un peu plus de liens et qu'il y ait des croisements en fait de communautés. Moi, ça serait un peu mon ambition. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose qu'on en reparle puisque la faute me revient, puisqu'en effet, c'était une des questions on avait prévues, c'était les relations avec les écosystèmes. Et tu sais que nous, au sein de Superconnecteur, notre enjeu, c'est aussi de lier les communautés entre elles et de faire des mises en relation extra-communautaires. Donc, on en reparlera, j'espère, ensemble dans les prochaines semaines. Il me reste à te remercier une nouvelle fois, à remercier les personnes qui ont pris le temps de participer à cet échange extrêmement riche. Merci Anthony, il y a beaucoup d'infos. Nous voilà bien éclairés maintenant sur le fonctionnement de l'association et sur ses enjeux. Donc, mesdames et messieurs, à vous de jouer si vous voulez vous impliquer, apporter de la valeur et apporter du contenu à cette association et cette communauté puisque on l'a bien défini comme telle et à titre personnel je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain 17 septembre pour le community talk avec les animateurs du réseau Alumni. Merci encore Anthony, bon courage, à très vite et à très bientôt à toi pour un échange. Merci beaucoup, Sébastien. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir.